Bonjour à tous, merci. Merci de m'accueillir pour démarrer cette deuxième journée de conférence, après une soirée probablement difficile pour certains. Donc, j'ai la tâche difficile d'essayer de vous réveiller, et quand je vois la tête de certains, ça va être compliqué. Euh, je vais essayer de vous parler aujourd'hui un petit résumé de ce qui s'est passé ces 16 dernières années dans le domaine de la sécurité, et plus particulièrement en Suisse romande. Avant de débuter ça, je voulais encore remercier les organisateurs déjà de m'avoir donné la chance de parler pour cette conférence, et puis les féliciter pour l'organisation, parce que jusqu'à présent, c'est vraiment top. Donc, je commencerai par me présenter, expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens, et puis ensuite, je dresserai un état des lieux au travers d'une timeline qui va reprendre les événements principaux qui se sont passés sur ces 16 dernières années. Alors c'est choisi de manière je dirais pas aléatoire, mais en tout cas, j'ai choisi les éléments qui me semblaient importants, ça se veut pas du tout exhaustif, et c'est, je pense, les éléments qui ont marqué, ou en tout cas qui ont changé quelque chose dans le paysage sécurité en général, et plus particulièrement en Suisse romande. Dans la deuxième partie de la présentation, je m'interrogerai sur les différences entre 2001, 2002, et puis où on en est maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les challenges qui nous attendent? À quoi est-ce qu'on va être confronté dans les années qui viennent? Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein, donc c'est uniquement du ressenti et une idée de ce qui va venir. Je prétends pas du tout détenir la vérité. Donc, qui je suis? Moi, je suis un ingénieur en sécurité, nationalité franco-suisse, et j'ai créé en 2002 une société qui s'appelle SCRT, et j'ai eu énormément de plaisir à faire ce travail pendant un peu plus de une quinzaine d'années. Je suis, ben, j'ai eu l'immense chance de travailler avec des collègues extrêmement compétents, et puis de faire quelque chose qui me plaisait, et très fier d'avoir amené la société là où elle est aujourd'hui. Après, c'était temps pour moi de faire autre chose, puis j'avais envie de faire autre chose. Donc c'est vrai que j'ai revendu la société il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et, euh, et je souhaite bon vent à SCRT. Je suis certain qu'ils arriveront à faire quelque chose de super. En parallèle de ça, j'ai aussi démarré le concours Insomniac il y a un peu plus de 10 ans. L'autre événement de sécurité en Romandie. C'est vrai que c'était un pari quand on a fait ça il y a 10 ans, parce qu'il n'y avait pas d'événement de sécurité en Romandie à ce moment-là. Et la première édition, je crois que ça devait être une soixantaine de personnes. Ça s'était passé dans la cafétéria de la société. C'est drôle de voir où est-ce que c'est arrivé aujourd'hui, mais on verra que c'est dans la continuité du reste. Il y a eu une vraie médiatisation de la sécurité. Aujourd'hui, je travaille sur différents projets, toujours en rapport avec la sécurité, mais plus particulièrement, j'ai fondé et je dirige la société Acknowledge, spécialisée dans le monitoring sécurité. Mais avant tout, avant d'être un métier, c'est une passion pour moi, la sécurité. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Et je crois qu'on a, pour la plupart d'entre nous, en tout cas qui sommes ici, l'immense chance de pouvoir vivre de notre passion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un luxe et qui est précieux. Je vais commencer du coup par faire un petit état des lieux, et puis regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé ces 16 dernières années. Et puis, avant d'attaquer ces 16 dernières années, peut-être juste un petit préambule, et puis on va s'intéresser justement à avant ces 16 dernières années, donc juste avant l'an 2000. Et pour les plus vieux d'entre nous, vous vous rappelez probablement cette époque bénie des dieux. Moi, j'étais encore en école d'ingénieur à ce moment-là. Il y avait la grande peur du bug de l'an 2000. C'était la bulle Internet, c'était la fête, hein, clairement. Avant l'an 2000, il y avait du travail pour tout le monde, des projets partout, des grands projets, une économie florissante. Bref, un moment où il faisait bon de sortir de son école parce qu'on avait du travail. Tout de suite, des salaires intéressants et des projets intéressants. Malheureusement pour moi, je suis sorti de l'école en 2001, et là c'était fini, la fête.
Et, mais c'est intéressant. Quand on démarre dans une situation économique difficile, ça permet de prendre tout de suite des bons réflexes. Mais pour revenir à la sécurité, à ce moment-là, avant l'an 2000, c'était encore quelque chose qui était très peu visible. On était plus préoccupé par les projets, par le fameux bug de l'an 2000, par la bulle Internet, mais c'était peu visible. Il y avait peu ou pas de formation, hein. Moi, j'ai suivi ma formation à Paris dans la sécurité, mais à ma connaissance, en tout cas, avant l'an 2000, il n'y avait pas de formation spécialisée en sécurité en Suisse. En tout cas, pas que je me rappelle. Donc c'était quelque chose de très peu visible. Le hacker était déjà présent dans la culture populaire, hein. Il y a des tas de films qui ont popularisé le hacker. Je pense notamment à War Games, qui est beaucoup plus vieux que ça, à Hackers, qui est sorti juste après. Et c'est vrai qu'à cette époque, si on réfléchit, il avait quand même un côté rebelle et sympa, le hacker. Le jeune qui joue le hacker dans Wargame, on peut facilement s'identifier à lui. Il a un côté plutôt dynamique, jeune, sympathique. On va voir que l'image a probablement changé au cours des années. Aujourd'hui, il a un sweat à capuche, il fait tomber des réseaux, il fait du blackout. Ça fait peur, le hacker, aujourd'hui. Un peu plus, en tout cas, qu'à cette époque. Pour donner un ordre de comparaison, il y avait déjà en fait une conférence DEF CON à ce moment-là. Je le prends comme benchmark parce que c'est assez intéressant pour voir le nombre de participants. Et avant l'an 2000, c'était environ 500 personnes qui participaient à DEF CON. Ça paraît énorme. On va voir les chiffres par la suite. C'est absolument rien comparé à aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point ça sera lisible, mais je vais vous commenter les chiffres qui sont là-dessus. C'est un slide qui m'a pris un petit peu de temps à faire, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai essayé de retranscrire sur une timeline ce qui s'est passé, les événements marquants de ces 16 dernières années en Suisse et plus particulièrement en Romandie. Alors, c'est complètement arbitraire. J'ai choisi ce qui me semblait pertinent. C'est évident que j'ai oublié des choses, c'est évident que j'aurais pu parler d'autres choses, mais l'idée, c'est simplement de parcourir ce chemin ensemble et puis de regarder quelques-uns des cas qui ont marqué notre paysage. Donc, sur la timeline de gauche, j'ai présenté les événements. Sur la timeline de droite, on va s'intéresser aux différentes modes et tendances, parce que il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la sécu, c'est qu'il y a vraiment des cycles et des tendances. Et de nouveau, les plus vieux d'entre vous, je suis certain que vous vous rappelez aussi une époque où en 2000, on vous parlait de Firewall Stateful Inspection et de Military Grade Encryption. Vous vous rappelez, il n'y a plus personne aujourd'hui qui utilise ces mots-là. Mais bref, c'est intéressant de voir l'évolution des terminologies et l'évolution des modes. Pour reprendre du coup notre timeline, on va commencer en 2001. Et en 2001, il y a eu un événement intéressant, c'est le vers Code Red. Vous vous en rappelez probablement, un buffer overflow qui ciblait 2IS et qui a infecté au niveau mondial environ 400 000 machines. Donc beaucoup, vraiment beaucoup de machines. Et notamment quelques-unes en Suisse. Et ce qui était amusant, c'est qu'il y en avait quelques-unes dans le domaine des médias qui avaient été impactées à ce moment-là. Donc une forte visibilité malgré eux. Mais par contre, en 2001, 400 000 machines infectées, des médias infectés, mais finalement peu d'écho dans les médias. Si on compare par rapport à aujourd'hui, on y reviendra, mais c'était des chiffres importants, et on verra que ça reste important. Par contre, un écho dans les médias relativement faible. 2002, un point qui est important, et je pense qui a marqué un tournant, Microsoft, au travers de Bill Gates, annonce qu'il lance un grand programme pour sécuriser les outils Microsoft et plus particulièrement Windows. On verra en fait que c'est un programme qui a mis des années à porter ses fruits, mais qui aura porté ses fruits. Il y a des tas de choses qui sont arrivées par la suite, des AppLocker, des Defender, des firewalls plus intéressants, activés par défaut, des mises à jour qui sont activées par défaut. En 2005, on a Visual Studio qui intégrait par défaut la protection contre les buffer overflow. On a la SLR qui est arrivée à partir de Windows Vista. Bref, il y a un long chemin qui a été fait par Microsoft et on voit que ça a commencé à payer malheureusement des années plus tard. Mais c'était une initiative qui était importante et je crois que c'était le premier pas vers une sécurité built-in. On va voir qu'il y a un travail qui est fait en préalable
par les éditeurs pour essayer que même si l'utilisateur fait n'importe quoi, il soit un peu moins vulnérable que ce qu'il était auparavant. Donc un tournant intéressant. 2003, d'autres vers qui ont ciblé le paysage cybersécurité. Blaster, SQL Slammer, et puis la création d'Anonymous. Si je reprends chacun des événements, pour ce qui concerne Blaster, c'était de nouveau un buffer overflow qui ciblait Windows, mais qui finalement, une fois que les machines étaient infectées, avait peu de conséquences. Il cherchait des copains, il l'infectait d'autres machines, mais il n'y avait pas encore de monétisation, il y avait peu, en tout cas, de destruction. Alors, je crois qu'elle se met en veille, j'imagine. Donc sur Blaster, pas de conséquences terribles, mais de nombreuses machines de nouveau infectées. On reverra ça par la suite. Même chose sur SQL Slammer. Là, c'était un buffer overflow sur SQL Server qui, une fois infecté, en fait, recherchait des machines autres à infecter. Ce qui est amusant, si on regarde en arrière, ce qui s'était passé en fait avec Slammer, c'est que ça avait entraîné des saturations de réseau. Si vous vous rappelez, le vrai problème, c'était pas Slammer, c'était les machines infectées qui en cherchaient d'autres. Et on se retrouvait du coup avec des réseaux complètement saturés, parce que c'était le début du haut débit, et que tout le monde commençait à avoir des connexions plus performantes dans les deux sens par rapport à ce qu'on avait avant, en upload et en download. Et puis surtout, c'était une époque où on avait encore des SQL serveurs qui étaient exposés directement sur Internet. Là, c'est le port SQL Server qui devait être exposé pour ça. Aujourd'hui, c'est un truc qui est juste, très rare. Je dis pas impensable, mais normalement, on fait pas ça. Un événement que j'ai pas marqué sur la timeline, mais qui est quand même important, je pouvais pas tout mettre. En 2004, il y a eu la création de Mélanie. L'acronyme exact, c'est la Centrale fédérale d'enregistrement de surveillance. Je ne sais plus exactement, mais on sait tous ce que c'est que Mélanie. Création en 2004 déjà. Et puis en 2005, on a eu la première mouture d'ISO 27001 qui a vu le jour. Premier gros effort de standardiser un petit peu la sécurité, d'apporter de la qualité dans la sécurité, et puis avec une checklist au travers de 27002, avec toute une liste de points de contrôle, un effort intéressant et notable pour aller dans le bon sens. Par contre, si vous vous rappelez en 2005, à cette époque-là, en Suisse, c'était le désert, 27001. Il y a personne quasiment qui faisait du 27001, personne qui était intéressé par 27001, et même pour trouver des formations ou des organismes de certification, c'était vraiment compliqué, en tout cas, à cette époque-là. De nouveau, quelque chose qui a changé, la norme a évolué. Aujourd'hui, c'est devenu un argument marketing, c'est devenu un élément différenciateur, c'était pas du tout le cas à l'époque. On saute quelques années plus loin. Je pense que je vais rester près de la machine et je vais changer avec la machine les slides, sinon ça va pas le faire. 2007, l'apparition de Zeus, un cheval de Troie avec capacité de se propager via du phishing et qui était capable de voler des informations. Pourquoi on s'en rappelle de Zeus? Aujourd'hui, en fait, on en voit encore. On voit encore des nombreuses variantes de Zeus. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2011, sauf erreur, le code source a été rendu public et a été publié sur GitHub. Donc ça a créé une fantastique boîte à outils pour créer des tas d'autres chevaux de Troie qui avaient cette base commune. Mais énormément de machines ont été infectées par Zeus et par des variantes de Zeus, et les éditeurs d'antivirus, c'est encore quelque chose sur lequel ils travaillent probablement. Donc 2007 pour Zeus. 2009, plusieurs choses intéressantes. 2008, pardon, avant. MS08067, la vulnérabilité qui a été utilisée encore pendant presque les 10 ans qui suivent pour le pentest. On trouve encore parfois à certains endroits des gens qui n'ont pas patché MS08067. Un moyen extrêmement facile d'avoir un accès remote sur une machine Windows. C'est probablement une des failles qui aura subsisté assez longtemps et faille qui aura été exploitée par le ver Conficker. Là, on a encore passé une étape dans les vers. On est sur un ver qui se propage tout seul, un ver.
qu'utilisent les Power Windows, et puis qui a la capacité après par contre de rendre sa détection plus compliquée et de rendre son éradication plus compliquée, puisqu'il va être capable de perturber le mécanisme des antivirus, de désactiver le firewall, de perturber les mises à jour. Bref, on est sur quelque chose qui se complexifie. Et puis quelque chose d'intéressant aussi, c'est que la cybersécurité, puisqu'on parle de cybersécurité à partir de ce moment-là, alors qu'avant on parlait de sécurité de l'information, mais la terminologie a changé. La cybersécurité s'invite dans les conflits militaires, dans l'attaque entre la guerre entre la Géorgie et la Russie, plusieurs cas d'attaques cyber dans le cadre de ce conflit. On va maintenant revenir sur quelque chose d'un peu plus local. Et en 2009, il y a un événement qui a marqué quand même assez profondément le secteur bancaire, c'est le cas Falciani. Pour ceux qui se rappellent, donc un employé, en très résumé, un employé qui aura dérobé des données, notamment des listes de clients, pour en tirer un profit personnel et qui a réussi à passer la frontière avec ces données pour aller les revendre à d'autres pays. En très résumé, l'histoire est beaucoup plus complexe et intéressante que ça, mais en résumé, c'est ce qui s'est passé. Et ben ça a créé un précédent, ça a démontré un intérêt en tout cas d'avoir de la main-d'œuvre autant locale que possible, sur lesquelles les lois locales s'appliquent, et puis qui, en cas de problème, utilise la même juridiction que son employeur, pardon. Donc un cas qui aura marqué en tout cas la manière dont est fait le sourcing et la manière dont sont recrutés les gens, particulièrement dans le secteur bancaire. 2010, je crois que c'est l'année la plus importante et pour moi, je crois que c'est là qu'il y a eu un tournant à plusieurs titres. Déjà parce que ça a été l'année où a été révélé Stuxnet. Si vous vous rappelez, Stuxnet, une attaque complexe ciblant des équipements industriels dans des pays du Moyen-Orient, 4 vulnérabilités, dont 3 0D sur des systèmes auxquels Monsieur Tout-le-Monde n'a pas du tout accès, hein, du matériel Siemens, des centrifugeuses nucléaires. C'est pas le genre de truc qu'on a dans son garage, hein, normalement. Et en fait, le premier cas où on est à peu près certain qu'on a des entités étatiques qui s'intéressent à la sécurité, qu'on a des gouvernements qui s'intéressent à la sécurité. Je crois que l'année 2010, au travers des différents événements, c'est la fin du monde des bisounours pour la sécurité. C'est là où on pouvait plus dire, mais non, c'est dans les films. Non, c'est pas dans les films, c'est dans la vraie vie. Ça arrive, ce genre de choses. Donc Stuxnet, un cas intéressant pour ça. Et puis la même année, c'est l'année où les Wikileaks existaient depuis plus longtemps que ça, hein, mais où les informations Wikileaks ont commencé à être relayées par les grands journaux. Donc on retrouvait des informations Wikileaks dans les journaux de tous les jours, hein, dans la Tribune de Genève, dans le 24 heures, dans les journaux francophones en général. Et la conséquence pour nous, localement, vous vous rappelez probablement qu'il y avait eu ce DDoS sur PostFinance. C'était parce que, si ma mémoire est bonne, Julian Assange avait des comptes en rapport avec PostFinance et puis qu'il y avait eu une représaille au niveau de PostFinance. Alors c'est intéressant parce que c'est un cas local. C'est intéressant parce que c'est un DDoS qui a surtout été très médiatisé. Si vous vous rappelez, à l'époque, c'est quelque chose qui avait largement été couvert parce que c'était local. Et puis, moi, j'avais même eu l'opportunité à cette époque-là d'être invité au téléjournal pour parler de ce cas. Et franchement, avec le recul, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, quoi? C'est un DDoS, leur site est down, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Mais ça a intéressé les journalistes. Et c'est quelque chose qui a commencé, c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment pour moi, hein, à partir de 2010, pas de mon apparition dans les téléjournaux, hein, malheureusement pour moi, mais c'est à partir de 2010 que vraiment la Sécu, les cas d'attaque ont vraiment été relayés dans les grands journaux, qu'il y a eu un intérêt des médias pour la cybersécurité. Et là, effectivement, il n'y avait franchement pas grand-chose à dire, si ce n'est expliquer ce que c'est qu'un DDoS au grand public. Et c'était assez amusant, d'ailleurs, j'en profite pour vous raconter une petite histoire. Quand c'est arrivé, en fait, Darius Rochebain a appelé au standard des CRT, de la société, et est tombé sur notre secrétaire,
Et donc, elle m'appelle, j'étais pas au bureau ce jour-là, elle me dit, il y a Monsieur Rochebin qui aimerait vous parler. Moi, persuadé que c'était une blague, parce qu'il n'y a aucune chance, je lui dis, oui, c'est ça, puis tu lui dis que je suis en ligne avec la reine d'Angleterre, et puis... et en fait, non, c'était c'était assez amusant de voir, non, c'est vraiment lui qui appelle, en fait, pour parler avant. Puis voilà, je me suis retrouvé à parler d'un sujet sur lequel il n'y avait pas grand-chose à dire, mais je crois qu'il voulait quelqu'un avec un titre sécurité qui parle dans les journaux, puis on verra que c'est arrivé après. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, les journalistes veulent un expert sécurité qui leur explique que c'est la pire catastrophe qui est jamais arrivée et que le monde va s'arrêter. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus après. 2010, c'est aussi la disparition d'un acteur local. Euh, une autre société active dans le domaine du test d'intrusion, qui avait été rachetée, sauf erreur, par une société française. Malheureusement, l'année après le cas Falciani, le timing n'était pas forcément très très bon. Et enfin, ils avaient été achetés avant, mais c'est vrai qu'il y a eu ce cas Falciani. Il y a eu différentes choses qui font que ça a été la fin d'un acteur local. Et ça a du coup changé un petit peu le paysage sécurité en Suisse romande. Et 2010, c'est aussi l'année où l'HEIGVD a créé sa première formation sécurité. C'est juste, hein? Ok. Et c'était franchement nécessaire. On reviendra là-dessus par la suite, mais je- j'anticipe un petit peu les slides qui suivent. C'est pour moi un de nos plus gros challenges, ça va être cet aspect formation. 2011, un autre cas extrêmement visible du grand public, et y compris des gens qui ne sont pas passionnés de sécurité, le cas du PlayStation Network de Sony. Si vous vous rappelez, le PlayStation Network a été inutilisable pendant plusieurs jours. Et ça, du coup, même si vous ne faites pas de la sécurité, n'importe quel gamer, n'importe qui a des enfants à la maison, ça parle. Et vraiment, on se rend compte que des grosses sociétés peuvent se retrouver, malheureusement impactées et puis fortement vulnérables. Là, on est sur quelque chose qui a été de nouveau extrêmement médiatisé. Pas grand-chose à dire dessus. Différentes vulnérabilités qui ont été utilisées. Et Sony qui a reconnu d'ailleurs qu'il y a eu des grosses lacunes de sécurité, hein, pour en arriver à ce cas-là. 2012, deux cas intéressants. J'ai retenu le cas de Shamoon, une attaque de nouveau ciblée. Principalement Moyen-Orient. Les gens qui ont été le plus impactés, c'était Aramco, donc un pétrolier qui s'est retrouvé avec 35 000 postes infectés. Ce qui était intéressant sur Shamoon, c'est que là, il y avait une volonté de nuire, il y avait une volonté de détruire et de bloquer, puisque Shamoon détruisait le MBR en fait, des machines qui étaient infectées. Et du coup, là, les conséquences financières, je n'ai pas les chiffres, mais les conséquences financières pour Aramco ont été importantes. Vraiment importantes. Imaginez 35 000 machines infectées, ce n'est pas le truc que vous allez solutionner comme ça. Un autre cas intéressant et que je n'ai pas noté sur le slide et qui s'est passé en 2012, c'est le cas de Flashback pour les utilisateurs de Mac. C'est le premier gros virus qui a impacté les Mac. 650 000 machines concernées, donc c'est beaucoup. Ça se présentait comme ironie du sort, comme une mise à jour de Flash qui infectait les Mac. Là, ça devenait compliqué après quand même pour Apple de continuer à dire il n'y a pas de virus sur Mac. Et je crois qu'il y a eu un tournant aussi à ce moment-là où jusqu'à présent on pensait vraiment que le Mac était beaucoup plus sûr que Windows, etc. Là, avec tous les efforts qui ont été mis en place par Microsoft, le Mac a probablement d'autres qualités, mais en termes de sécurité, ça me paraît abusif de dire aujourd'hui que le Mac est plus sûr qu'une machine Windows. Cas LinkedIn aussi, 6,5 millions de comptes compromis. Donc de nouveau, grosse exposition. Ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est je crois que la liste des comptes concernés aura été rendue publique, mais je crois que c'était en 2015 ou 2016, donc bien plus tard, quoi. Là, on n'est pas GDPR encore là, hein, sur LinkedIn. 2013, on avance dans notre timeline. CryptoLocker, premier cas de CryptoLocker. La sécurité devient intéressante, devient bankable et intéressante également pour les
pour les méchants. Et il y a moyen de gagner facilement de l'argent. On va voir qu'il y a quelque chose qui devient très important, c'est que ça devient une source de revenus pour les organisations criminelles. Et donc les acteurs de menace vont changer petit à petit. Et aujourd'hui, toutes les sociétés luttent avec ce problème de crypto-locker. Révision d'ISO 27001 avec sa variante 2013, avec un focus plus important sur tout ce qui est fournisseur, ce qui est prestataire de sécurité, où on va tâcher de s'assurer du niveau de sécurité de ces prestataires. Ben, ça va dans le sens du cloud qui se popularise, qu'on voit de plus en plus. Et effectivement, il y a de plus en plus de sous-traitance, de partenaires, y compris dans le domaine de la sécurité. Un cas en Suisse, le ministère public de la Confédération ouvre une procédure pénale suite aux informations révélées dans l'affaire Snowden et certaines personnalités qui avaient été mises sous écoute en Suisse. De nouveau, là, il n'y a plus de doute sur le fait que les gouvernements utilisent la sécurité pour collecter de l'information, pour mener des attaques, pour faire de l'intelligence économique. Bref, c'est un moyen de se différencier et de gagner de l'argent. 2014, encore un tournant en termes de communication. Et là, je pense pour moi, c'était le paroxysme. C'est plusieurs vulnérabilités importantes qui ont chaque fois été, si vous vous rappelez, la pire vulnérabilité qui est jamais arrivée, celle qui fait que le monde s'arrête. Et fait nouveau, elles ont tout un nom désormais et un logo. Donc il y a une vraie tentative de marketing en fait et de rendre public ces événements. Rappelez-vous Heartbleed, logo, on avait eu, sauf erreur, c'est la même année qu'on a eu également Shellshock. De nouveau, logo, pire vulnérabilité jamais arrivée. Alors oui, c'est des vulnérabilités importantes, hein, je ne suis pas en train de minimiser, mais là, il y a des sociétés de sécurité qui font une vraie communication désormais autour de ça. En Suisse, on a un cas intéressant, on a l'affaire Giroud, qui a aussi été largement relayée par les médias, forcément, hein, puisqu'ils étaient partie prenante dans cette histoire. Je ne vais pas revenir dessus, je crois que vous en rappelez tous, mais un cas intéressant en tout cas dans le paysage roman. 2015, deux choses intéressantes. Local, on a une banque cantonale, si vous vous rappelez, qui a été victime d'un cas d'attaque et de tentative de chantage, puisqu'il s'était fait piquer des données clients. Ça a été largement médiatisé aussi. Donc c'est-à-dire que même nos banques aujourd'hui, en 2015, sont vulnérables et impactées. Et puis le cas Ashley Madison, où on s'est retrouvé avec 25 gigas de données récupérées sur le site de rencontre Ashley Madison, avec des conséquences parfois assez difficiles, y compris pour des acteurs locaux. On a vu qu'il y a des gens qui avaient eu la bonne idée de s'enregistrer avec leur adresse email professionnelle. Et c'est effectivement la grande classe quand même. Quand vous avez prénom.nom@société.com, allez expliquer que c'est pas vous quand même. Hein. Donc des cas de chantage, oui. Là, de nouveau, ça remet l'utilisateur sur le devant de la scène. Et là, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place des utilisateurs. Hein. S'il n'y a pas un minimum d'éducation et d'hygiène, sécurité de leur côté, c'est compliqué. 2016, Mirai, l'attaque des machines, un botnet d'équipements IoT. C'est intéressant parce que je pense qu'on va retrouver ce type de cycle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a différents thèmes qui sont mieux couverts. Système d'exploitation, application web, c'est quand même plus difficile de faire des erreurs que ce qu'on pouvait en faire avant. Par contre, il y a des thèmes où la sécurité est encore vraiment loin derrière. Et je pense à tous les équipements qu'on retrouve dans ce qui est IoT, où il y a une vraie volonté de produire vite pour produire avant les autres, d'innover, et surtout de produire pas cher. Et là, du coup, la sécurité est quand même malheureusement moins prise en compte. Et ça peut avoir des conséquences assez difficiles. Le cas RUAG, c'est suffisamment frais pour pas que j'en reparle. Et puis il y a eu d'autres présentations là-dessus. Mais là, après les banques, c'est même malheureusement nos sociétés dans le secteur de la défense qui se retrouvent
sur le devant des médias. Et puis on arrive gentiment à 2017 avec tout ce que vous connaissez, WannaCry, Petya, Crack. Et puis pour donner un ordre de comparaison par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, rappelez-vous, avant l'année 2000, c'était 500 personnes, DEFCON. Aujourd'hui, DEFCON, c'est 25 000 personnes cette année. Donc un facteur incroyable de différence. Au gré de ces années, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a eu des tas de modes, si vous vous rappelez. C'est vrai qu'en 2001, il y avait les Firewall Stateful Inspection, le Military Grade Encryption, et puis on a eu différentes choses avec des courbes d'adoption différentes, certaines technos qui ont bien persisté et qu'on utilise encore, et puis d'autres complètement abandonnées. On a eu une grande mode du web filtering, et c'était nécessaire, hein, mais c'est l'époque où des sociétés comme Blue Coat ont fait vraiment leur chou gras. C'était une des thématiques à la mode. Après, on a eu les UTM, les Next Generation Firewall. On a eu l'authentification forte. Je ne vais pas tous les passer, mais il y a vraiment eu des vagues en fait de thèmes. Parmi les marquantes, on a eu, si vous vous rappelez, il y a une période où tout le monde voulait faire du NAC. Il y a une période où tout le monde pensait ou parlait de faire du DLP. C'est parfois lié à des aspects de législation ou de normes. Je pense à la directive 2008-21 pour la FINMA, où il y a certaines choses qui sont arrivées un petit peu à cause de ça. Aujourd'hui, qui se dit « Ah je vais démarrer un projet DLP en 2017 ?» Plus grand monde, quoi, sincèrement. C'est plus la thématique. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est plus vraiment la thématique qui est à la mode aujourd'hui. Je passe du coup là-dessus. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les évolutions? Je crois qu'un des changements qui est vraiment radical, et vous vous en êtes rendu compte au travers de cette évolution, c'est l'exposition et la communication. En 2001, des médias se font pirater, Code Red, 400 000 machines infectées, peu d'articles dans la presse, hein, sincèrement. C'était plus pour justifier le fait que leur site était down que pour parler du problème. Versus 2017, où chaque nouvelle vulnérabilité qui sort, c'est la pire qu'on a jamais vue, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Et là, il y a vraiment un changement qui est radical. Et le problème de ça, c'est que du coup, ça touche le grand public et ça touche aussi, du coup, il y a un vrai intérêt dans le grand public de gens qui font partie de board, qui font partie de direction, qui sont des décideurs. Et ça change complètement notre métier. Parce qu'avant, quand on avait un problème technique, la direction, elle s'en foutait. D'une manière générale, sincèrement, c'était le boulot, même pas de la Sécu, parce que ça n'existait pas en 2001. Il y avait peu de responsables Sécu, mais c'était le boulot de l'IT de régler ça. Aujourd'hui, quand il y a un cas comme Petya qui arrive, comme WannaCry, je veux dire, le directeur de la société, le board, en entendent parler parce qu'ils le voient dans les médias. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et vous devez tous le vivre. Ils appellent le responsable Sécu, ils leur disent mais on en est où? Est-ce qu'on est concerné? Et franchement, du coup, c'est difficile. Et je crois qu'on va revenir par la suite, ça implique un vrai besoin de communiquer à tous les niveaux. Au niveau de la société, au niveau des experts, je crois qu'on a une vraie responsabilité pour arrêter faut arriver à donner une information factuelle et à pas faire peur. Là, aujourd'hui, moi, j'ai été contacté régulièrement dans le cas en tout cas, c'était pour WannaCry, un journaliste qui voulait absolument me faire dire que c'était la pire attaque jamais vue, que ces mots étaient pires qu'un tremblement de terre. Je dis non, on va pas dire ça, si on regarde plus loin, et il y a une vraie volonté de faire peur, quoi. Ça c'est certain. Alors on l'a utilisé pendant un certain temps, et ça nous a aidés. Je veux dire, si on regarde avant 2010, quand il y avait un cas comme ça, c'était utile de faire peur parce que ça permettait aux directions de prendre conscience qu'il y avait quelque chose à faire, d'obtenir du budget et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, hein. Ils ont peur. On n'a pas besoin de leur faire davantage peur. Ils ont déjà largement assez peur comme ça. Par contre, là où ça devient vicieux, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a une vraie différence par rapport à avant. Ça fait des années. En Suisse, les budgets sécurité augmentent en moyenne, si vous avez moins, soyez pas paniqués, mais de 15% par an. Et on va vers une obligation de résultat, hein. Dites-vous, ça fait des années que les boards, que les directions investissent dans la sécu. Je pense que ça ne va pas durer éternellement, parce qu'on investit, il y a une grosse communication, et du coup, il y a désormais une grosse pression sur nous, et je pense qu'elle va faire que s'accentuer. Ça, c'est clairement quelque chose qui à mon sens, est important et qui est un changement probablement le plus radical par rapport à 2001. Les sociétés drivées par la finance, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui rapporte aujourd'hui la sécurité. Là, je vois que vous êtes en train de vous dire, mais bon sang, ça crève les œufs, il est communiste.
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de dire que c'est c'est un business aujourd'hui, la sécurité, à tous les niveaux. C'est c'est un business pour les méchants qui gagnent de l'argent avec. Là, les menaces, les acteurs sont différents, les menaces sont différentes. C'est un moyen de gagner facilement de l'argent. Mais c'est aussi un business pour les éditeurs. Je veux dire, on a des sociétés aujourd'hui pour les éditeurs, pour les sociétés de services, on a des sociétés qui sont extrêmement capitalisées, où il y a beaucoup d'argent, et je veux dire qu'ils n'ont pas investi parce que ça leur plaît et qu'ils sont passionnés dans la sécu. Ils ont investi parce qu'ils comptent en retirer quelque chose. Ça, c'est une évidence. Et donc, pour en tirer quelque chose, il va falloir qu'on continue soit à faire peur, soit à fournir des résultats. Mais en tout cas, ça va être compliqué là, dans les années qui viennent. On a des sociétés qui sont très, très, très capitalisées et à voir est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là. On a un vrai problème de compétences et une évolution. Par contre, c'est vrai qu'on a des écoles spécialisées qui sont apparues. Ça, j'en reparlerai, je terminerai même là-dessus. On a des écoles spécialisées qui sont apparues et, euh, et des besoins très forts. Aujourd'hui, c'est clair que le marché, il est complètement sec. C'est très difficile, vous le savez tous, de recruter des gens dans le domaine de la sécurité. Par contre, quelque chose qui est important, et je terminerai là-dessus tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on forme des généralistes de la sécurité, des ingénieurs qui touchent un petit peu à tout dans le domaine de la sécu. Je crois que c'est important qu'on arrive à créer différents métiers et différents types de profils dans le domaine de la sécurité. Je reviendrai là-dessus par la suite. La complexité est devenue clairement beaucoup plus importante qu'avant. Aujourd'hui, on a de nombreuses briques. Je veux dire, avant, on avait un firewall, parfois un antivirus, et c'est tout. Aujourd'hui, des équipements sécu, on en a collection. Ça devient difficile d'avoir une vision globale, ça devient difficile à manager. On a malheureusement des silos qui se mettent en place dans la société. Et on a un turnover important à deux niveaux. Au niveau des employés, parce que le marché est sec, et également au niveau des équipements, parce qu'on a des cycles de vie d'équipements qui sont très très rapides. Tous les 3 à 5 ans, on change d'équipement, on change de technologie. Du coup, ça induit une complexité difficile. Changement de personnel, changement d'équipement, pas facile à gérer. Puis au niveau du fun, je crois que ça devient quand même plus élitiste qu'avant. Franchement, en 2001, on trouvait une machine qui avait son port 135, 139 exposé sur Internet et vous étiez le roi du monde. Aujourd'hui, ça devient quand même plus compliqué. Il y a plus de travail à faire, c'est toujours ultra intéressant, mais plus compliqué en tout cas de faire son travail. Il y a un vrai effort personnel à faire pour comprendre, pour s'imprégner des notions dont on a besoin. C'est effectivement peut-être un peu plus élitiste. C'est plus compliqué aujourd'hui. Le premier pas à faire pour rentrer dans le monde de la sécurité est plus compliqué qu'il y a quelques années, parce qu'on a 15 ans d'histoire à apprendre et puis de techno qu'il faut un peu plus comprendre. Il y a l'arrivée de gros sous et de gros bras dans le domaine. Il y a eu, ça inclut pour certains parfois de la désillusion et voire un peu moins de rêve. Je pense à l'arrivée de l'ANSSI en France. À un moment, tout le monde voulait travailler pour l'ANSSI. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait un peu moins rêver les ingénieurs. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Certes, le contexte est différent, mais c'est des chiffres qui sont intéressants. CodeRed 2001, 400 000 machines infectées. Blaster 2002, 2002 et 2003, 425 000 machines infectées. SQL Slammer 75 000. WannaCry, on était à 225 000 machines infectées. Et si on regarde d'autres exemples, Flashback dont je vous parlais tout à l'heure, 650 000, et un où on a malheureusement peu de chiffres, c'est I Love You, mais on parle de plus d'1 million de machines infectées. Alors, pourquoi WannaCry, la pire attaque jamais vue, quoi. Il y a, je pense, un besoin, en tout cas, il y a un intérêt des journalistes, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de faire un peu peur. Perspective, je les ai évoquées, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais je crois qu'il y a de fortes attentes envers nous. Donc le challenge est difficile. Je veux dire, aujourd'hui, on a la visibilité, on a le budget, on attend des résultats de nous. Donc on va devoir communiquer. Communiquer auprès des directions, communiquer auprès des équipes, communiquer auprès des employés. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a mis en place des tas de mesures pour protéger la société, mais vous êtes bien conscient qu'il faut qu'on re-responsabilise l'utilisateur. S'il continue à faire n'importe quoi et à mettre son adresse email professionnelle pour s'enregistrer sur Ashley Madison, vous ne pouvez rien pour lui au bout d'un moment. Donc là, nécessité de communiquer auprès des employés.
Je pense qu'on va vers des changements réglementaires et légaux. C'est fini la fête où on avait un cas de piratage et puis on le cachait sous le tapis. Puis on dit non, non, on a bien géré la situation. Il n'y a pas de clients qui ont été impactés. Puis on voit tout ce qui arrive. On voit la GDPR. On voit que probablement il va y avoir des certifications. Et moi, je pense que c'est positif et ça va franchement nous aider à standardiser tout ça et à faire évoluer le métier. On va poursuivre vers une rationalisation. On ne peut pas continuer à augmenter les budgets comme ça avec les résultats qu'on a. Donc il va falloir faire au moins aussi bien avec moins. Il va falloir simplifier et je pense que ça va passer. C'est aussi ce que dit Gartner. Hein. Ça va passer, à mon avis, quand même, malheureusement, et c'est ce qu'on voit déjà aux US, par le cloud. Ça, c'est une certitude. Et ça va passer par l'outsourcing. Aujourd'hui, il y a des tas de sociétés qui, il faut être réaliste, n'ont pas la capacité de faire ça en interne. C'est pas possible. Elles n'ont pas les ressources, elles n'ont pas le budget. Et puis, au bout d'un moment, ce que vont faire les boards et les directions, c'est dire, OK, maintenant, on arrête. On met à l'extérieur. Alors, OK, le gouvernement américain pourra probablement regarder ce que je fais, mais c'est toujours mieux que l'état dans lequel on est actuellement. Et pour terminer, je crois que notre plus grand challenge, vous l'avez compris, c'est la formation. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. On manque de monde. On manque de personnes utilisables tout de suite. On a un turnover important. Et ma vraie crainte, c'est qu'on soit en train de créer des ingénieurs qui vont pousser des boutons. Aujourd'hui, on va vers une sécurité qui est built-in. Je veux dire, c'est quand même plus difficile qu'avant de faire n'importe quoi, parce que les éditeurs ont déjà pensé aux différentes bêtises qui peuvent être faites par les développeurs, par les éditeurs. Donc, on y arrive toujours, hein, parce qu'il y en a qui se donnent de la peine pour faire ça. On y arrive toujours, mais c'est plus compliqué qu'avant. Et malheureusement, pour innover, pour créer cette sécurité built-in, on a besoin de compétences qui sont difficiles à trouver. Si on regarde aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'école, je ne dis pas de l'HEIGVD, hein, mais de l'école en général, quelqu'un qui sort de l'école, il a appris à coder en .NET et en Java. C'est vrai. Allez lui expliquer ce que c'est qu'un buffer overflow. Moi, la question qu'on pose aujourd'hui en embauche, et c'est vrai, je ne peux plus la poser après vous l'avoir dit là, mais c'est de demander aux gens de m'expliquer ce que c'est qu'un stockage Little Endian ou Big Endian. Aujourd'hui, personne qui répond sincèrement là-dessus. Personne. Et c'est un désastre. C'est un désastre parce que comment vous voulez comprendre les problèmes de sécurité si vous ne comprenez pas ça? Comment vous voulez comprendre votre métier si vous n'avez pas fait de l'assembleur avant? Si vous ne comprenez pas les problèmes bas niveau? Si votre métier c'est juste de cliquer là où quelqu'un d'autre a pensé pour vous à ce qu'il y avait en dessous pour que ce soit cliqué correctement? C'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Et je crois que c'est parce qu'on forme des gens généralistes parce que la sécurité touche à tous les domaines, mais aujourd'hui on a besoin de profils plus techniques. On a besoin de gens qui comprennent ce qui se passe sous le capot et qui soient capables de faire un travail de R&D, d'innover dans le domaine de la sécurité, parce qu'on va devoir rentabiliser ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est un vrai problème, et je pense que vous y êtes confrontés aujourd'hui quand on embauche quelqu'un qui sort de l'école. Soit il est passionné à côté et il s'est formé lui-même, et c'est top parce qu'on va gagner un petit peu de temps, soit on va devoir passer malheureusement plusieurs mois à lui faire voir ce que c'est que la vraie vie, et lui faire voir les outils qu'on rencontre dans les sociétés, les problèmes qu'on rencontre dans les sociétés. C'est pas parce que les écoles font mal leur travail, c'est juste parce qu'elles n'ont pas le temps de les former à ça. Donc je crois qu'on a besoin aujourd'hui de former des spécialistes techniques qui ne deviendront peut-être pas des managers, des gens des garagistes qui vont devoir mettre la main sous le capot et puis coder quelque chose, développer quelque chose, bref, comprendre ce qui se passe en dessous. Donc je suis convaincu que c'est quelque chose qu'on doit faire. Et pour rien vous cacher, c'est un projet, c'est un sujet sur lequel je travaille actuellement avec différents partenaires. Il y a différentes grosses institutions de la région qui ont manifesté un fort intérêt là-dessus. Donc on a un projet, pour être très clair, de former des gens spécialisés dans ce secteur-là, avec des compétences techniques pointues, qui ne deviendront pas des ingénieurs, pas nécessairement, mais qui auront les compétences dont on a besoin, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Si certains d'entre vous sont intéressés par le sujet, j'en discuterai volontiers après. C'est peut-être quelque chose qui ne verra pas le jour, j'en sais rien. Le projet au départ est peut-être pas encore assez avancé, mais manifestement, je suis persuadé qu'il y a un besoin. Et au vu des retours qu'on a de
plusieurs gros partenaires de la région, il y a aussi un intérêt. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait peur, c'était pas le but. Je pense pas que vous ayez appris quelque chose, mais j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Et je vous remercie pour votre temps. Un grand merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? On est un petit peu en retard sur le planning, mais on va retarder la deuxième session, donc qui partira plutôt vers les 20. J'ai un fils de 13 ans et une fille de 11 ans. Et d'après toi, c'est quoi le meilleur langage à apprendre en premier? Mon fils, il fait plutôt du Java parce qu'il aime Minecraft. Mais est-ce qu'il faut que je le pousse à apprendre l'assembleur C'est une bonne question. Bah non, il est foutu s'il fait du Java. Je pense qu'il faut en faire un autre, c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Non, plus sérieusement, je crois qu'aujourd'hui, on a un devoir aussi, de la même manière qu'on apprenait à lire aux enfants il y a quelques temps, il faut qu'on comprenne dès le départ et qu'on leur apprenne à coder. Et j'en suis convaincu. Moi, mon fils est plus jeune que le tien, il a 9 ans. Mais moi, j'ai commencé avec du Python parce que c'est ludique, parce que c'est facile. Et si c'est déjà le Python à 10 ans, je veux dire, dans quelques années, il aura le temps après de comprendre. Et il y aura des écoles pour ça, pour lui apprendre l'assembleur, pour lui apprendre le reste. Mais déjà d'avoir la base, de comprendre l'algorithmique et de comprendre comment marche une machine, c'est quand même génial. Parce qu'aujourd'hui, ils sont trop passifs devant leur tablette. Ils n'ont aucune idée de comment ça marche derrière. Et la plupart n'ont aucune envie de le savoir. Une autre question? Oui. Ah. Nico? Alors, j'ai discuté avec un utilisateur dans un contexte sensible qui avait utilisé son adresse pro pour aller sur HP Madison. Et il m'a dit, oui, mais en cas de divorce, le juge ne peut pas demander la saisie de mon adresse pro, donc ça me protège. Et en fait, c'est pas con. C'est une bonne remarque. Et effectivement, les gens où c'est arrivé, les réponses qui avaient été faites aux sociétés, c'est souvent que les utilisateurs pensaient qu'ils étaient mieux protégés aussi en utilisant leur environnement professionnel. Parce qu'au travail, on nous dit qu'on a des firewalls, des antivirus, des sondes anti-intrusion. Donc moi, je suis mieux protégé au travail. Donc quand je veux faire ce type d'activité ou que je veux faire mes paiements, moi, je le fais depuis le travail parce que je suis mieux protégé. Donc là, encore une fois, besoin de communiquer, quoi. Là, on a raté quelque chose, quoi, si les gens pensent comme ça. Après, là, on a un utilisateur qui est manifestement malin. Ouais. Après, ça. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une question un peu plus technique. Qu'est-ce que vous pensez que l'open source réserve pour le monde de la sécurité dans le futur? C'est une large question. Moi, je suis très partisan de l'open source et ça donne l'opportunité aux sociétés qui veulent investir un peu de temps pour comprendre comment ça marche, d'avoir une solution bon marché. Le problème, c'est qu'après, il faut aussi des gens pour les opérer, ces solutions. Donc, je pense que c'est intéressant, pour autant que l'open source soit intégré déjà dès le travail dans les universités, pour que les étudiants sachent ce qui est disponible, pour autant qu'on continue à y contribuer, et ça, malheureusement, la monétisation, ça rend la chose compliquée. Aujourd'hui, les gens veulent gagner de l'argent avec la sécurité, et puis pas forcément contribuer aux différents projets. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un tri qui est fait. Les gros projets persisteront, les plus petits, mais dans l'évolution de ce qui existe aujourd'hui, pour moi. Après, je peux me tromper. On a le temps pour une dernière question. Ah. Par rapport aux 15% de budget de sécurité Oui. en plus chaque année et au fait que ça sera difficile à tenir ça dans le futur, est-ce que ce n'est pas aussi la faute des éditeurs de produits de sécurité qui vendent des produits qui sont la solution à la sécurité? Bien On sûr. sait très bien que la sécurité, c'est un processus et ce n'est pas un produit à implémenter. Là, je peux que partager votre avis. Hein. On a des sociétés qui sont fortement capitalisées, qui doivent gagner de l'argent. Donc elles ont quand même plutôt intérêt aujourd'hui à vous vendre une solution tous les 3 ans à 5 ans et à promouvoir ces solutions et à faire augmenter vos budgets. Hein. Sinon, les objectifs sont pas alignés. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir dans la sécurité, mais je pense qu'on peut par contre mieux utiliser la plupart des investissements qui ont déjà été faits. Aujourd'hui, on arrive déjà à faire beaucoup avec les outils qu'on a sans forcément rajouter d'autres briques supplémentaires. On est un peu court niveau temps, alors je vous propose de remercier Paul Merci pour sa beaucoup. super présentation.
Merci. Merci.